Dans n'importe quel grand port européen, la scène se répète. D'immenses méthaniers américains s'alignent pour livrer leur cargaison de GNL, le gaz naturel liquéfié. En apparence, c'est le rêve énergétique américain qui se réalise. 8 ans à peine après le début de ses exportations, le pays est devenu le premier exportateur mondial de gaz naturel. Les expéditions ont bondi de plus de 500% en seulement 5 ans. Mais ces ports encombrés dissimulent une vérité dangereuse. L'industrie américaine du GNL fonce droit vers une crise de surcapacité majeure. Tandis que les États-Unis investissaient plus de 100 milliards de dollars pour bâtir de nouveaux terminaux d'exportation, ils pariaient sur une demande européenne qui durerait éternellement. Mais au même moment, les dirigeants européens faisaient un tout autre calcul. Ils ont appris à leurs dépens que dépendre du gaz acheminé par navire crée 2 problèmes majeurs: des chocs de prix et une incertitude d'approvisionnement. Un hiver rigoureux, un simple retard d'expédition et les prix peuvent flamber. C'est pourquoi l'Europe a lancé un vaste plan d'infrastructure. L'objectif n'est pas de construire davantage de terminaux pour les navires américains, mais de déployer des milliers de kilomètres de nouveaux pipelines. À terme, ils rendront le continent indépendant des fournisseurs d'outre-mer. Cette situation crée ce que les économistes appellent un cycle d'essor et d'effondrement. Le boom actuel de la construction aux États-Unis prépare le prochain krach. Chaque méthanier qui décharge aujourd'hui en Europe finance en réalité les pipelines qui rendront ces mêmes navires inutiles demain. Les États-Unis financent en substance leur propre concurrence et la plupart des observateurs n'ont pas encore pleinement pris la mesure de cette réalité. Alors pourquoi l'Europe choisit-elle des pipelines ? Quitte à maintenir des connexions avec des fournisseurs comme la Russie malgré les tensions politiques, la réponse tient à 3 avantages majeurs que les pipelines possèdent sur les méthaniers. Des atouts trop importants pour être ignorés. Le premier avantage est l'écart de coût. Il est écrasant. Les analyses sectorielles montrent que le gaz acheminé par pipeline coûte en général à l'Europe environ 30% de moins que le GNL transporté par navire, une fois incluses toutes les dépenses de transport, de liquéfaction par refroidissement cryogénique et de regazéification. Pour les industriels européens en concurrence sur les marchés mondiaux, cette économie n'est pas un simple avantage. C'est une question de survie. Le deuxième facteur est la fiabilité. Là où les méthaniers peuvent être retardés par des tempêtes, des différends politiques ou détournés vers l'offre la plus haute, les pipelines livrent du gaz de manière continue, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Cette fiabilité permet aux usines européennes de planifier sur plusieurs années sans craindre les pénuries d'énergie ni les flambées de prix. Mais la troisième raison est de la plus stratégique pour l'avenir de l'Europe, ce que les experts de l'énergie appellent le verrouillage par l'infrastructure. Lorsqu'un pays investit des milliards dans des réseaux de pipeline, il crée des relations énergétiques garanties pour 30 à 50 ans, soit la durée de vie physique de ces infrastructures. Il ne s'agit pas de simples contrats que l'on annule au gré des vents politiques, mais d'engagements profonds et de long terme qui orientent la stratégie économique pour des générations. A l'inverse, les contrats de GNL typiques courent sur 20 ans ou moins et comportent des clauses permettant le réacheminement vers d'autres marchés. L'Europe prend donc une décision froide et calculée. Sa sécurité énergétique exige une stratégie de long terme, quitte à se détourner progressivement des approvisionnements américains pour bâtir ailleurs des liens permanents. Pendant que l'Europe construit des pipelines, un autre basculement majeur se produit à l'autre bout du monde. Un basculement qui pourrait laisser le GNL américain sans débouché. Des pays asiatiques, emmenés par la Chine et l'Inde, sécurisent leur avenir énergétique. Leur stratégie, des contrats discrets mais de très long terme. Ils n'attendent pas que les méthaniers se présentent. Ils verrouillent leurs approvisionnements pour les 20 prochaines années. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est de l'intelligence. Ces économies en expansion ont besoin d'énormes quantités d'énergie pour continuer à croître et sont prêtes à payer pour la sécurité d'approvisionnement. Elles ont tiré la leçon de l'erreur européenne. Ne pas compter sur le marché au comptant. Elles signent donc des contrats géants avec des producteurs comme le Qatar et l'Australie, s'assurant des prix stables et des livraisons fiables pendant des décennies. Pour le GNL américain, qui repose souvent sur des ventes aux plus offrants sur ce marché libre, c'est un énorme problème. À mesure qu'une part croissante du gaz est captée par ces contrats asiatiques de long terme, l'offre flexible dont dépendent les États-Unis perd de sa valeur. Imaginez un groupe où les plus grands producteurs mondiaux de gaz agissent de concert pour contrôler le marché, un peu comme l'OPEP pour le pétrole. Ce n'est pas une simple hypothèse future.
c'est déjà en train de se produire. Le Qatar, petit pays doté des 3e plus grandes réserves de gaz naturel au monde, déroule un plan directeur. Il accroît massivement sa capacité de production dans une dynamique coordonnée avec d'autres acteurs majeurs, créant de facto un nouvel axe d'influence dans le commerce mondial du gaz. Cette action coordonnée exerce une pression implacable sur les exportateurs américains. Alors que les États-Unis opèrent via une multitude d'entreprises indépendantes en concurrence, le géant public qatari peut prendre des décisions stratégiques de long terme, sans se limiter au profit du prochain trimestre. Il peut inonder le marché pour faire baisser les prix et évincer des concurrents. Cette stratégie, combinée à l'orientation de la Russie vers les accords de pipeline, signifie que 2 poids lourds de l'énergie façonnent les règles du jeu à leur avantage. Pour les États-Unis, qui ont misé gros sur un marché concurrentiel très libre, cette coordination émergente de type cartel représente une menace existentielle susceptible de plafonner durablement leurs ambitions. Il y a quelques années à peine, les États-Unis détenaient ce que beaucoup appelaient une arme énergétique. C'était la capacité d'influencer la politique mondiale en contrôlant qui recevait leur gaz naturel liquéfié. Mais cette arme est aujourd'hui démantelée, pièce par pièce. Le concept était simple. En cas de crise, le GNL américain pouvait être envoyé aux alliés ou retenu à l'égard des adversaires. Mais cette stratégie reposait sur une hypothèse cruciale. Les autres pays n'avaient pas de bonnes alternatives. Cette hypothèse s'est à présent effondrée. Le développement rapide des connexions par pipeline en Europe et le verrouillage en Asie de contrats de long terme auprès d'autres fournisseurs ont façonné un marché mondial où le GNL américain n'est plus indispensable. Si les États-Unis restreignaient soudainement leurs exportations pour des raisons politiques, le vide serait rapidement comblé, soit par des cargaisons qataries, soit par du gaz acheminé par pipeline depuis la Russie. Cette réalité a profondément modifié les échanges diplomatiques. La menace de « fermer le robinet » a perdu de sa force et avec elle, un outil clé de la politique étrangère américaine s'est discrètement érodé. Voici d'ailleurs un scénario qui empêche les négociants en énergie de dormir. Un méthanier chargé de GNL américain met le cap sur l'Europe. Puis, à mi-chemin de l'Atlantique, il change soudainement de route. Une offre plus élevée est arrivée d'Asie et la cargaison est légalement réaffectée. Ce n'est pas rare, c'est une caractéristique fondamentale du modèle d'exportation flexible américain. Mais cette flexibilité a son revers, qui finit par aller à l'encontre des intérêts stratégiques américains. Chaque fois qu'une cargaison est redirigée sur la seule base du prix, le message adressé aux alliés est clair. Le GNL américain n'est pas un approvisionnement fiable et engagé, c'est un palliatif temporaire. Cette nature de double agent, promis à une région, finalement vendue à une autre, mine la confiance. Elle pousse les pays importateurs à rechercher des partenaires plus stables et prévisibles. On ne bâtit pas sa sécurité énergétique avec des fournisseurs susceptibles de vous abandonner pour une meilleure offre. Cette poursuite incessante du profit à court terme renforce, ironiquement, les concurrents et les projets de pipeline qui défieront à long terme la domination énergétique américaine. On pourrait croire que les sanctions politiques et la pression internationale auraient paralysé les gazoducs russes vers l'Europe. La vérité saisissante est exactement inverse. Alors que l'attention se focalisait sur les méthaniers américains, le gazoduc Turkstream est devenu plus solide que jamais. Des données récentes montrent que les flux de gaz sur cet axe ont en réalité augmenté. C'est la preuve qu'une infrastructure physique est presque impossible à tuer par de simples déclarations politiques. Pourquoi ce gazoduc est-il si résilient ? La réponse tient à son tracé et à ses clients. Turkstream ne dessert pas un seul pays. Il est devenu une artère vitale pour plusieurs nations d'Europe du Sud et de l'Est. Ces pays ont structuré leurs systèmes énergétiques autour de lui. En changer exigerait des milliards en nouvelles infrastructures et des années de travaux. Pour eux, fermer Turkstream reviendrait à un suicide économique. Imaginez un combat entre deux forces. D'un côté, des sanctions gouvernementales, des mots sur du papier destinés à modifier des comportements. De l'autre, un gazoduc, des milliers de tonnes d'acier et de béton traversant des continents. Dans ce duel, c'est presque toujours le gazoduc qui l'emporte. La raison est simple, l'infrastructure crée sa propre réalité. Un gazoduc, ce sont des investissements massifs et des systèmes énergétiques intégrés. Les logements, les usines et les centrales en deviennent physiquement dépendants. Les sanctions, elles, peuvent changer au gré des élections. Ce décalage engendre ce que les économistes appellent le piège de l'infrastructure. Une fois construite, vous êtes pratiquement contraint de l'utiliser pendant des décennies.
Voilà pourquoi des pays européens continuent d'importer du gaz par gazoduc malgré leurs engagements politiques. Le béton et l'acier dans le sol ont plus de poids dans la durée que le plus ferme des décrets, posant un défi durable aux ambitions du GNL américain. Les retombées de ce basculement énergétique déclenchent une réaction en chaîne bien au-delà des seuls marchés du gaz. À mesure que les méthaniers américains trouvent moins d'acheteurs et des prix plus bas, c'est toute la chaîne d'approvisionnement mondiale bâtie autour d'eux qui vacille. Les compagnies maritimes qui ont investi des milliards dans des navires spécialisés voient leur avenir s'obscurcir. Les ports agrandis pour accueillir les importations de GNL voient leur modèle économique menacé. Et les institutions financières qui ont financé le boom américain font face à la perspective d'investissements sous-performants. Cet effet domino s'enfonce aussi au cœur des économies locales. Des collectivités américaines qui ont misé leur avenir sur des terminaux d'exportation pourraient se retrouver en déficit, les recettes fiscales et les emplois escomptés ne se matérialisant pas. Pendant ce temps, les industriels européens, bénéficiant d'un gaz par pipeline meilleur marché, gagnent un avantage concurrentiel sur les marchés mondiaux. L'écart de prix de l'énergie devient un instrument de politique industrielle, reconfigurant silencieusement les régions les plus compétitives pour produire acier, chimie et biens manufacturés. Nous assistons à la fin d'un marché mondial unique du gaz et à la naissance d'un système nouveau, fragmenté. Au lieu d'un marché interconnecté où le GNL américain pouvait circuler librement vers le plus offrant, nous voyons émerger des blocs régionaux. L'Europe se lie à des réseaux de pipeline, l'Asie verrouille des contrats de long terme et les États-Unis se retrouvent producteurs d'appoint dans un monde qui valorise de plus en plus la stabilité plutôt que la flexibilité. Ce nouvel ordre énergétique est fondamentalement différent. Le pouvoir ne découle plus de la flexibilité de l'offre, mais du contrôle d'infrastructures fiables et de relations de long terme. L'ère où une nation pouvait dominer les marchés par la seule force de son volume de production s'estompe. À sa place apparaît un paysage gazier multipolaire. Les règles ont changé pendant que tous avaient les yeux rivés